Elle façonne nos territoires sur la côte où nous nous trouvons, mais aussi dans les villes et les campagnes. L'architecture des Pays de la Loire. Une architecture entre maisons individuelles et grands ensembles, comme cet immeuble à Saint-Jean-de-Mont baptisé l'Arc-en-Ciel. 480 appartements à l'architecture déstructurée, construits il y a 50 ans. Une architecture marquée par la reconstruction d'après-guerre, mais en constante évolution face à la hausse de la démographie et les nouveaux enjeux environnementaux. Entre passé et futur, à quoi ressemble aujourd'hui notre habitat? Quelles priorités en matière d'urbanisme et de transport? Architectes, historiens et habitants, ils décryptent ce soir pour nous l'architecture si singulière de notre région, ses réussites, mais aussi ses réalisations parfois plus discutables. Pays de la Loire, nos villes en mouvement, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. Et pour débuter cette émission, direction Saint-Nazaire, la deuxième ville de Loire-Atlantique, connue bien sûr pour ses chantiers navals, une ville ouvrière détruite à 85% lors de la Deuxième Guerre mondiale et reconstruite dans la foulée. Un héritage historique qui pèse encore aujourd'hui dans son évolution urbaine. Regardez. En bord d'estuaire, Saint-Nazaire s'étend aujourd'hui sur près de 50 km². Les chantiers navals qui ont fait sa renommée ne sont qu'à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la base sous-marine. Vestige de la Seconde Guerre mondiale, l'immense bloc de béton est la pièce maîtresse de la transformation urbaine de la ville. Aujourd'hui, c'est un lieu de culture qui accueille musées et salles de spectacle. Cette exposition retrace l'histoire de sa construction en 1941, décidée par l'occupant. Son rôle était donc d'abriter, de ravitailler et de réparer les sous-marins allemands. La construction, elle est confiée à l'organisation TOT, qui est une organisation paramilitaire de génie civil et militaire liée au régime nazi. Et elle emploie des milliers de travailleurs, alors des travailleurs allemands, des travailleurs français et aussi des travailleurs forcés fournis par le régime de Vichy. Il faut aller vite, travailler 6 jours sur 7, nuit et jour pendant 16 mois. 500 000 mètres cubes de béton sont coulés pour bâtir la forteresse. Sa présence va modifier à jamais la cité navale. De la base, fait de Saint-Nazaire une cible pour les Alliés. 50 bombardements sur la ville, une ville détruite à environ 80%, en tout cas pour le centre-ville. À la fin de la guerre, la base, elle est intacte, elle est au milieu d'un champ de ruines, mais elle est intacte. Plus haut, Saint-Nazaire a souffert davantage. La ville est en ruine, la gare est morte. Une ville rasée qu'il va falloir reconstruire. La reconstruction de Saint-Nazaire en 15 ans, c'est 12 000 logements, 120 bâtiments publics, 50 km de rues. Donc c'est une production de qualité, mais qui est extraordinairement rythmée. Il faut savoir qu'on n'a jamais construit en France autant que durant ces années-là. Alors les grands principes sont donnés par l'architecte en chef Noël Le Maresquier, qui a une vraie puissance puisqu'il dépend directement du ministre. Il veut une ville basse, on le voit en rez-de-chaussée 3 étages, ce qui évite les ascenseurs notamment, donc ça évite le coût supplémentaire, des toits d'ardoise et surtout la grande conquête des années 50, c'est l'hygiène. Donc il faut des appartements traversants, pas de cours étroites, des salles de bain, des cuisines, un chauffage généralisé. Symbole du confort moderne, cet immeuble qui domine toujours le port de Saint-Nazaire. Le building est achevé en 1955. 11 étages et 96 appartements. C'est aujourd'hui une adresse prisée, ce qui n'a pas toujours été le cas. Saint-Nazaire, j'étais venu peut-être 1 ou 2 fois avant. Et franchement, on y venait en marche arrière, surtout madame. Oui. On n'avait pas très envie. Et en fait, aujourd'hui, il faudrait nous botter fort les fesses pour qu'on quitte Saint-Nazaire. On est venu visiter, et puis c'était le jeudi, le samedi, je crois qu'on ramenait nos valises. C'est l'environnement, la taille de l'appartement, la localisation. Nous, on a connu le building donc, depuis quasi 40 ans.
C'est vrai que c'était plus populaire au départ quand on est arrivé. Il y avait des familles de pêcheurs, des ouvriers et tout. Une population qu'il faut nourrir au sortir de la guerre. Les halles centrales sont au cœur de la reconstruction de la ville. Alors les halles de Saint-Nazaire sont très symboliques de la reconstruction de Saint-Nazaire pour plusieurs raisons. D'abord la monumentalité et l'audace du bâtiment. On a 4000 m² d'un seul tenant, sans poteau intermédiaire. Donc elle célébrait un peu tout le potentiel du béton des années 50 par une architecture assez puissante. Et puis elle montre aussi l'attention qui est portée à la vie quotidienne, parce que la reconstruction, c'est reconstruire une ville pour, à l'époque, 40-45 000 habitants, pour assurer toutes les fonctions d'un quotidien de la meilleure manière possible. Le centre-ville se déplace alors vers l'ouest. Emblème de cette migration, l'église Saint-Goard, située sur le port avant-guerre, bombardée puis reconstruite dans la ville nouvelle. La reconstruction de Saint-Nazaire prend fin officiellement en 1960 avec l'inauguration du dernier bâtiment public. Cet hôtel de ville symbolise la fin de la reconstruction, donc il est entièrement centré dans le plan de ville. C'est le débouché avec sa place monumentale de l'avenue principale. Ça symbolise le retour à la République, aux élections, à la démocratie. Un patrimoine omniprésent aujourd'hui qu'il faut réhabiliter. Angel Cléache, architecte conseil de la ville, supervise ces opérations. 1 millier de logements en copropriété ont été rénovés dans le centre-ville en 10 ans. 200 logements sociaux le sont chaque année. Le patrimoine de la reconstruction, il a environ 70 ans aujourd'hui. Il est en béton. Il a été construit alors avec beaucoup d'attention et au confort des usagers et des habitants à l'époque, mais avec des normes qui étaient différentes. Et notamment, évidemment, en termes d'isolation thermique et d'isolation acoustique. Donc il s'agit de le remettre aux normes, de le réhabiliter, et donc ça nécessite des travaux relativement lourds. Moins onéreux, les programmes neufs. Aujourd'hui, 700 logements sont en cours de construction à Saint-Nazaire dans le parc privé et le parc social. Marilyn Philippot a quitté son logement HLM construit dans les années 60 pour cet appartement. C'était très intéressant pour moi, oui, de me retrouver dans du neuf par rapport à ce que j'avais auparavant, où mon appartement, ça faisait 25 ans où j'y habitais, donc il y avait pas mal de travaux à refaire. Dans cet appartement-là, l'intérêt, c'est que c'est très bien insonorisé. L'été, c'est très agréable avec une terrasse bien ensoleillée. C'est parfait. Plus controversé, le projet le plus haut de Saint-Nazaire. 2 tours en rupture avec l'architecture locale. Le projet, attaqué en justice, a démarré avec 2 ans de retard. C'est un immeuble constitué avec de 2 émergences qui auront des hauteurs différentes. La plus haute des 2 fera 16 étages. Donc ici, cette hauteur et cette forme, avec ces courbes généreuses, s'expliquent complètement et trouvent tout son sens. On a 1 ou 2 autres opérations qui pourraient se faire prochainement, mais ça n'a pas vocation à se généraliser, pas du tout. Aujourd'hui, Saint-Nazaire se tourne vers l'océan, comme ses anciennes villas balnéaires épargnées pendant les bombardements. Le front de mer, réaménagé, est devenu attractif. La commune devrait atteindre 80 000 habitants à l'horizon 2030. Afflux de population et changement climatique sont les nouveaux défis qui façonneront la ville de demain. Et après Saint-Nazaire, direction Rezé, au sud de Nantes. Et cette barre incontournable dans le paysage, la maison radieuse du Corbusier. Bien plus que des logements, un concept totalement révolutionnaire imaginé il y a un peu plus de 70 ans. C'était en mars 1955, les tout premiers habitants emménagés à la maison radieuse à Rezé. Un projet monumental et radical, signé par l'architecte et urbaniste Le Corbusier,
adepte du béton et porteur d'une utopie, celle de la mixité sociale. 70 ans après, si l'homme fait débat pour ses engagements et ses propos douteux pendant la guerre, l'architecte, lui, reste majeur. Plusieurs de ses réalisations sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'édifice nantais aux 290 logements continue d'ailleurs à marquer le paysage, toujours occupé en 2025. Eh bien, je vais vous montrer le placard à casseroles qui est resté ici depuis l'origine. Il permet de ranger les casseroles sans difficulté. Les gens avaient des sanitaires privatifs, du chauffage par le sol collectif, de l'isolation phonique, de l'isolation du froid aussi par le double vitrage. C'était vraiment très très novateur. Cette retraitée ne vit pas dans un appartement musée, mais elle a tenu à conserver l'âme des lieux. Donc ici, vous rentrez dans la chambre des parents. Et le tableau noir qui servait de cloison entre les deux chambres d'enfants et également sur lesquels les gamins pouvaient crayonner, bien entendu. Ici, les parents avaient une entrée privative vers la salle de bain, exiguë mais extrêmement facile d'utilisation, avec douche à l'italienne. Depuis la construction, beaucoup d'intérieurs remaniés, mais une constante, de la lumière dans ces appartements traversants avec des loggias donnant sur la nature. Le village vertical continue à impressionner les nouveaux arrivants, comme Marielle et John qui ont quitté Londres pour vivre ici. Ce qui nous a très étonnés quand on est arrivé ici, c'est la lumière et puis tous les petits détails. Par exemple, l'escalier, le fait qu'il y ait des petits trous dans les escaliers pour que les enfants puissent monter les escaliers facilement. Le fait qu'il y ait une pièce de vie. Donc nous, on aime bien, déjà à l'origine, on aimait bien manger dans la cuisine. Mais là, c'est vraiment une pièce de vie où on peut rester toute la journée, en fait. Avec 55% de locataires, 45% de propriétaires, le vivre ensemble reste d'actualité au Corbu. Du projet initial, il reste des lieux partagés pour les activités, une bibliothèque, sans oublier l'école maternelle sur le toit terrasse. Bonjour Julien Léon. Bonjour Mathieu. Vous êtes architecte au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Loire-Atlantique, un organisme créé en 1977 dans chaque département. Vous connaissez bien cette maison radieuse du Corbusier ici à Rezé, cette vieille dame de 70 ans classée monument historique en 2001. Sans lui faire offense, est-ce qu'elle a bien vieilli cette vieille dame ? Elle est faite en béton, qui était le matériau vraiment très important de l'époque. C'est un matériau quand même qui est très solide. C'est vrai que dans l'idée, on se dit que c'est incassable. Après, le problème du béton, on va dire, c'est que c'est un matériau qui est coulé avec des armatures en métal. Et donc justement, ce qui est compliqué, c'est qu'avec les embruns, ça peut exploser. Donc ça fait exploser le ciment. Et ça peut être un souci structurel forcément. Donc les laboratoires des monuments historiques travaillent vraiment sur ce patrimoine 20e pour essayer d'aller au plus près, restaurer et en même temps garantir sa pérennité dans le temps. Quelle différence aujourd'hui entre les grands ensembles de 2026 et cette maison radieuse ? La question du foncier est très importante déjà. À l'époque de Le Corbusier, déjà dans les années 50, quand cette maison radieuse a été créée, on avait déjà cette logique d'essayer d'arrêter de s'étaler, d'avoir par contre un très grand jardin, là on est sur 2,5 hectares, mine de rien, avec ce lien avec la nature, en opposition aux quartiers pavillonnaires qui sont tout autour de nous, et justement où on a cette colonisation des terres agricoles. Aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi ZAN, qui a pour but en fait d'essayer d'arrêter cette artificialisation, et donc on repense vraiment différemment en faisant la ville sur la ville. Donc d'aller sur tous les sujets de renouvellement urbain, d'essayer de potentiellement monter aussi, d'aller en surélévation et d'essayer d'être au plus juste pour essayer de trouver un équilibre entre justement la biodiversité qu'il faut maintenir et le besoin de loger. À l'époque, la philosophie du Corbusier, c'était de regrouper plein de services pour les habitants, des services concentrés dans cette maison radieuse, que ce soit l'école, le gymnase ou même un magasin.
Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est vrai que là, dans ce projet, il y avait l'idée d'un village en fait, pour tous ses habitants et qu'ils aient tous les services à disposition. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur toutes les questions d'urbanisme et de déplacement, de favoriser les modes doux. Et donc, il y a eu des théories assez récentes, notamment post-Covid, sur tout ce qui va être la ville du quart d'heure. Parfois, on parle plutôt de 30 minutes pour essayer aussi d'aller sur des territoires un peu plus ruraux. Mais alors, la ville du quart d'heure, pour les téléspectateurs, c'est d'offrir à chaque habitant un maximum de services à moins d'un quart d'heure à pied de son domicile. C'est ça, à pied, à vélo, en mobilité douce, et d'essayer de trouver justement de quoi manger, de quoi justement aller se divertir, etc. Alors on voit que les idéaux du Corbusier se sont confrontés à l'épreuve de la réalité. Est-ce que malgré tout, ils continuent d'inspirer aujourd'hui des architectes ? On le voit aujourd'hui avec notamment l'appartement témoin, il y a beaucoup de visites, beaucoup de personnes, d'architectes ou d'autres qui veulent venir voir ce bâtiment parce que c'était révolutionnaire pour l'époque. Il faut imaginer dans les années 50 d'avoir des appartements où on avait des doubles hauteurs, où on avait une qualité spatiale indéniable, des salles de bain où on n'avait pas de baignoire sabot, même si après pour certains habitants ça a été compliqué de lâcher ça aussi, d'être sur quelque chose de très très moderne. Et donc oui, bien sûr, ça continue d'inspirer parce que mine de rien, même si on peut critiquer sur certains points, notamment par exemple sur les matériaux, aujourd'hui le béton c'est vrai est beaucoup moins utilisé parce que très énergivore. Et donc en termes de bilan carbone, on n'est pas bon. Mais mine de rien, d'un point de vue spatial, d'un point de vue modernité et même en termes de densité, c'est quand même assez intéressant. Ouais, tout à fait. Julien Léon, 1400 habitants ici dans cette maison radieuse de Rezé, c'est extrêmement dense. Est-ce que ce type de concentration, ça a toujours le vent en poupe aujourd'hui ? L'idée, en effet, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est que la Loire-Atlantique, c'est un département qui est très très attractif, donc il faut réussir à loger, c'est environ 15 000 habitants chaque année. Donc aujourd'hui, la question de la densité se pose. Avant, on partait sur des grands ensembles, des tours, des bâtiments très très hauts. Aujourd'hui, on essaye de travailler justement sur des immeubles peut-être un peu moins hauts, mais en travaillant des jardins intérieurs, des cours, etc. Et de travailler sur la typologie de logement, d'offrir pour de grandes familles, des petits ménages, d'essayer de travailler aussi sur tous les ménages qui vont décohabiter. Donc le besoin de logement est très important. Et aujourd'hui, on essaye de mixer des petites maisons, de l'habitat intermédiaire, d'essayer d'être sur de l'intergénérationnalité. Ça, c'est important pour essayer justement de continuer à construire la ville. 55% de logements sociaux actuellement dans cette maison radieuse. Est-ce que cette mixité sociale, c'est toujours un idéal dans l'architecture d'aujourd'hui ? C'est primordial en effet, que ce soit pour les architectes ou même pour beaucoup d'élus. L'idée, c'est de mixer au maximum la population pour que les différentes strates de la société puissent se rencontrer. Et donc ça commence dès la stratégie de politique de la ville, avec notamment tous les plans locaux d'habitat, donc des documents encore réglementaires, mais sans ça, en fait, on pourrait ne pas avoir cet idéal commun d'aller sur justement une ville inclusive, une ville où les gens vont pouvoir se rencontrer, faire des activités ensemble. Mais c'est un mythe ou une réalité aujourd'hui ? Par exemple à Nantes ? Il y a un contexte de toute façon réglementaire, législatif. Si jamais on n'arrive pas à un certain seuil de logements sociaux, il y a des amendes. On peut être puni des amendes. Après, certains respectent ou ne le respectent pas. Mais en tout cas, oui, bien sûr. En tout cas, nous, au CAIE, c'est quelque chose qu'on défend pour essayer justement, comme je vous ai dit, de travailler sur des typologies différentes, de travailler aussi sur le parcours résidentiel, donc que tout le monde puisse trouver en fait sa place en fonction de son vieillissement aussi, d'avoir des logements plus petits. Et donc, le logement social en fait partie. C'est une des briques, on va dire, pour construire la ville. Merci Julien. Merci Mathieu. Et on va quitter Nantes, direction la cité médiévale de Guérande, une cité classée qui concilie malgré tout développement et préservation du patrimoine. Fort de son patrimoine historique et ses espaces naturels, Guérande et sa presqu'île séduisent chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes. Ce littoral préservé a pourtant bien failli disparaître dans les années 70. Pour contourner la cité balnéaire de La Baule, saturée par les voitures durant l'été, les pouvoirs publics veulent construire une rocade à travers les marais salants. Ils imaginent même une marina. C'était sans compter l'opposition des paludiers et des associations de défense de l'environnement. Ce projet de rocade est extrêmement fâcheux, étant donné que ces marais ont déjà été réduits en de multiples endroits, déjà depuis le siècle dernier, depuis très longtemps, et puis récemment, tout ce qui était encore dans la commune de La Baule, tout ce qui était encore au Pouliguen pratiquement a disparu. Chaque jour, des parties de marais sont plus ou moins comblées par les ordures, et cette rocade va prendre une grande partie également du marais salin. On a dit bien souvent que les paludiers étaient contre le tourisme, j'estime qu'on n'est pas contre le tourisme, mais il faut savoir où le tourisme doit s'arrêter, quoi. Parce qu'il est normal que des gens des villes profitent de la mer. Seulement, il faut aussi que nous puissions travailler. Ce projet d'aménagement de territoire ne verra finalement pas le jour.
Pour Josique Lancien, président des Amis de Guérande et témoin des transformations de la commune depuis des décennies, cet abandon a redonné toute sa place à l'économie des Marais Salants. On aurait eu une arrivée de tourisme considérable avec ces immeubles type je vous ai dit, la Grande Motte, quoi. Donc c'était totalement différent. Il y aurait eu un apport de population et de voitures colossal. Voilà, le Marais Salants a retrouvé une grande activité. Actuellement, les Marais Salants sont exploités à plus de 60%, 65%. Et donc les Marais Salants, là, on fait la notoriété de Guérande. Même, je disais même que quand on cite Guérande, on parle du sel, et alors qu'on oublie un peu la cité médiévale. Car Guérande, ce n'est pas que l'or blanc, c'est aussi un riche patrimoine architectural. Dans les ruelles de la cité fortifiée, la question de la place de la voiture dans l'espace urbain se pose dès les années 80. Le choix est fait de rendre la ville aux piétons, sans pour autant exclure la voiture. Un jeu d'équilibriste entre activité commerciale, touristique et besoins des habitants. Alors là, on est sur la place du Vieux Marché. C'est une place qui a été entièrement retravaillée, elle a été pavée et on a beaucoup limité le stationnement. Il y avait des voitures tout le long. De l'ère de la voiture, on est passé un peu à l'ère du piéton où les gens peuvent flâner tranquillement sans avoir peur de se faire écraser. Voilà. Cette place, elle a de nouveau un nouveau caractère, très urbain, très réservé surtout aux terrasses de café. Et je trouve que l'été, là, il y a des concerts. On a retrouvé cet esprit de convivialité qu'il n'y avait pas avant. Donc on a ouvert la ville un peu aux gens. Si les touristes affluent au beau jour, l'Intramuros compte moins de 500 habitants à l'année, alors même que la population a fortement progressé sur l'ensemble de la commune. Pour inverser cette tendance et concilier renouvellement de la population, du logement et préservation du patrimoine, l'Intramuros est classé en zone sauvegardée. Un dossier mené par Céline Viau, architecte et urbaniste. Alors, le secteur sauvegardé, il se déroule uniquement sur la ville close et le contour de la ville close, c'est-à-dire les boulevards. Donc on est vraiment sur le cœur préservé médiéval puisqu'on a la forteresse de la ville close. Il faut savoir que c'est quand même un des ensembles de fortifications médiévales les mieux conservés de France. Donc on a 1,4 km de rempart sur lequel on peut marcher en partie. Alors je crois qu'un des gros enjeux en fait à Guérande, c'est que on a une ville close comme ça qui fait un peu musée. Et donc ce qui est vraiment important, c'est de relier cet objet, si on peut dire, en fait, au reste de la ville où il y a évidemment beaucoup d'habitants, il y a aussi tous les équipements, il y a aussi toute une partie du fonctionnement urbain qui est très liée à la ville, mais qui ne doit pas être complètement déconnectée, quoi. Du coup, on tourne autour de la ville close, donc il faut éviter que ce soit juste un rond-point qu'on évite, quoi, et en même temps le magnifier comme un élément patrimonial extraordinaire. Et pour éviter le syndrome de la ville-musée vidée de sa population, l'accès au commerce de proximité reste essentiel. La grande difficulté, c'est de faire en sorte que ces commerces ne déséquilibrent pas tout l'équilibre commercial aussi de la ville et notamment ne soient pas dans une surspécialisation de magasins de souvenirs, etc. Enfin, très orientés sur les visiteurs. L'objectif, c'est aussi que ces commerces y répondent aux besoins des habitants du quotidien. Et donc là, j'entends par là les commerces de proximité, les boulangeries, les petites épiceries, etc. Penser la ville de demain à l'horizon d'une quinzaine d'années, répondre aux besoins de la population en prenant en compte les nouveaux usages, des défis à relever pour la commune, notamment en termes d'habitat. Ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de poser à la fois l'état des lieux actuels, les besoins d'aujourd'hui et comment on veut répondre aux besoins de demain pour le territoire. Aujourd'hui, par exemple, on est sur une population vieillissante, mais en même temps, on a des emplois et des activités sur le secteur. Donc il faut qu'on puisse loger nos actifs. Donc on se rend compte qu'il y a des manques de ce côté-là. Comment on répond à ça et comment on produit du logement, quelle forme de logement on produit, quelle taille de logement on produit et où est-ce qu'on les implante sur le territoire. Dans ce nouveau quartier, près de 700 logements sont sortis de terre. Ils accueilleront plus de 1500 habitants. Des logements individuels et collectifs, modernes, bien loin des habitats anciens, mais adaptés au mode de vie actuel.
Bonjour Jonathan. Bonjour Mathieu. Merci de nous accueillir ici à Plessé, au nord de la Loire-Atlantique, dans ce hameau léger où vous êtes en train de construire votre future habitation. Et bonjour Thierry Laure. Bonjour Mathieu. Vous êtes vous adjoint à l'urbanisme à la mairie de Plessé, un petit peu moins de 5400 habitants. Ce hameau léger, qu'est-ce que c'est? Alors un hameau léger, c'est l'association de 3 caractéristiques principales. Avant tout, c'est un habitat participatif et collectif. Pas d'artificialisation des sols, on en reparlera, et le travail avec la mairie. Pas d'artificialisation des sols, ça veut dire qu'il n'y a pas de dalles béton. Les maisons sont sur pieux, c'est ça? Pieux, fondations légères, il y a différents types de fondations, mais en tout cas, ouais, dans un petit peu la charte architecturale du lieu, on a proscrit le béton. En fait, nos maisons, elles doivent pouvoir bouger. Donc elles sont soit transportables, soit démontables. Et donc, en fait, si ça se passe mal ou si on doit partir, on part avec notre maison. Comme un escargot qui la prend sur le dos. Un gros escargot. Thierry Laure, la philosophie de ce hameau léger, c'est de ne pas impacter la nature. C'est une des philosophies, ouais. Et on s'est posé plusieurs questions sur l'impact de nos modes de vie, en termes d'impact carbone, en termes de résilience, en termes de lien social. Alors concrètement, juridiquement, qui est propriétaire de quoi? Vous, la mairie, vous restez propriétaire du sol? Ouais. En fait, ce hameau léger, il s'implante sur un terrain communal qui appartient à la commune. Et un des objectifs aussi du comité, c'était de faire de l'accessibilité au logement. Donc faire accessibilité financière, accueillir de nouveaux habitants. Et un des moyens, c'est de dissocier la propriété du foncier de celle du bâti. Donc il y a un bail la commune reste de 99 ans, voilà, accordé aux locataires ouais. qui ne sont pas propriétaires des murs. C'est ça. Et les locataires, c'est un collectif. On est propriétaire de nos murs, on est propriétaire de nos habitats. De vos maisons. Mais par contre, pas du sol. Le sol reste la propriété de la collectivité. Alors, quel type de matériaux avez-vous utilisé pour votre maison? Alors nous, on est sur de l'ossature bois, isolé en paille, principalement avec une jolie toiture bleue en aluminium laqué. Principalement avec une serre du coup au centre. En termes de coût par rapport à une habitation classique, combien est-ce que ça coûte d'habiter un hameau léger? En fait, ça dépend. Ça dépend si on autoconstruit sa maison ou non. Mais en gros, sur le hameau, ça va de 30 000 € à 150 000 €. Et vous, personnellement? Nous, 150 000. 150 000 €, d'accord. Si on veut parler du prix, en fait, c'est que la commune, elle met à disposition du coup un terrain avec des emplacements. Et ces emplacements, en début du bail amphithéotique, ce sera 150 € par mois et par emplacement. Donc il faut rajouter ça au prix de la maison. Et pour 150 € par mois, le collectif, ils ont accès à une installation à terrain viabilisé qui va être plutôt sympa, qualitatif, et aussi à des communs. Donc c'est le grand bâtiment du fond. Un bâtiment en commun. Voilà, un bâtiment du fond qu'on a co-conçu avec le collectif. Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce bâtiment en commun? Dans ce bâtiment commun, on va avoir une grande pièce de vie commune avec une grande cuisine, un grand salon. L'idée, c'est vraiment d'avoir un endroit convivial. Je parlais d'habitat participatif, c'est-à-dire qu'on prend tous les décisions. Toutes les décisions, on les prend ensemble. En votant? Alors, on ne fait pas de vote. On a une autre façon de faire, qu'on s'appelle la gestion par consentement. On a des propositions, on en discute et ensuite c'est adopté, mais ce n'est pas du vote, c'est autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. En fait, on teste d'autres façons de faire de la démocratie. C'est une sacrée aventure humaine et on prend des décisions absolument... moi, je suis ravi de voir que, premièrement, ça marche, parce qu'on est quand même assez efficace. Et deuxièmement, on prend des décisions qui sont quand même qui sont pas évidentes à prendre à plein, quoi. Quel type de décision? Par exemple, on met toutes nos charges en commun, donc les individuels et les collectives, et on a des fourchettes de prix, c'est-à-dire qu'on paye... Tout le monde ne paye pas les charges de la même façon. En fonction des revenus de chacun? En fonction des revenus de chacun. Et chacun se positionne en se disant, moi en ce moment je suis ric-rac, c'est un peu chaud.
Et du coup, cette personne va payer moins de charges. Et il y a des gens qui vont se placer en solidaire parce qu'en ce moment, ça va au niveau financier. Et du coup, ça permet justement de faire de la justice sociale comme ça. C'est un collectif qui est à l'origine de ce hameau léger. Ouais. Vous parlez de collectif et non pas de communauté. Quelle est la différence entre les deux termes? Alors, c'est la différence que je mets moi. Nous, on fonctionne en collectif et il n'y a pas d'activité professionnelle sur le lieu. C'est vraiment un lieu de vie et qui est vraiment tourné vers l'extérieur. On travaille du coup avec la mairie, on est intégré aussi à d'autres associations. L'idée, c'est vraiment d'être impliqué dans la ville, d'avoir vraiment une logique. D'être ouvert sur le monde extérieur. Carrément. Le but, c'était de créer du lien social entre les habitants, mais pas forcément d'attirer de nouveaux habitants à Plessé. L'ambition du projet à l'origine, c'était pas d'attirer, parce que Plessé, il y a eu plus de 2000 habitants sur la commune en 20 ans. Donc Plessé attire normalement depuis tout le temps parce que c'est plutôt pas mal situé, parce que c'est pas très cher. En fait, on est vraiment un territoire intermétropolitain et du coup accessible financièrement. Donc on a pas mal de jeunes couples et on n'avait pas besoin de chercher des nouveaux habitants. Mais c'est vrai que c'est un projet qui a attiré et qui a attiré énormément. Quand on a fait l'appel à projet, il y a eu 650 personnes intéressées pour 12 emplacements. Donc c'est un mode de vie qui interpelle. Jonathan, intégrer un collectif pour vivre à terme dans un hameau léger, ça demande beaucoup de patience aussi. C'est un projet qui s'étale sur plusieurs années. J'ai commencé en mars 2020. Donc ça rappelle des souvenirs, mais c'était un hasard de calendrier que ça tombe à ce moment-là. Avec le Covid. Avec le Covid, en fait. Mais du coup, notre première réunion était en visio. Et donc, on a rejoint donc, le hameau léger en 2022. Et donc, depuis 2022, donc, on construit ce projet en collaboration étroite avec la mairie, aussi avec des architectes, des paysagistes qui sont en lien avec nous. On a vu des tiny houses sur ce terrain, mais également des caravanes. Ça, c'est de l'habitat temporaire. C'est le temps que les habitations se fassent. C'est exactement ça. En fait, pour construire son habitat, du coup, il y avait des gens qui avaient besoin d'un habitat temporaire. Donc c'est pour ça qu'il y a des caravanes pour le moment sur le terrain. Alors, les caravanes ne sont pas reliées au tout à l'égout, mais toutes les maisons, les futures 12 maisons, seront reliées au tout à l'égout. Pour quelle raison? Alors ça, c'est un choix qui a été fait au tout départ du projet. On a fait des ateliers citoyens avec les habitants du Coudray, donc les habitants du bourg environnant. Et quand on parle de hameau léger, donc d'habitat léger à des gens qui habitent depuis la nuit des temps dans des maisons en parpaing, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et une des conditions pour que ça se passe bien, c'est qu'il n'y ait pas de passe-droit, entre guillemets. Donc comme tous les habitants doivent être raccordés au tout à l'égout, et les habitants qui ont participé aux ateliers citoyens ont exigé que le hameau léger soit raccordé aussi. Donc il y aura quand même un impact sur le sol, mais à minima. L'impact sur le sol, c'est des canalisations, des tuyaux. Et effectivement, tu as l'eau, l'électricité, le tout à l'égout. Mais tout ça, ça passe sous les cheminements doux. Donc on a vraiment limité les remaniements du sol à certains passages. Voilà. Et pas de voiture, bien sûr, dans ce futur hameau léger. Et pas de voiture à l'intérieur du hameau léger. Les voitures seront à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est que béton. Ouais. Cette maison, vous l'avez dit, elle sera modulable, ouais. 60 mètres carrés. Alors, vous ne l'avez pas encore intégrée. Non. Est-ce qu'à terme, vous imaginez un jour partir avec et aller habiter ailleurs? Alors, le cas échéant, c'est possible. Après, j'espère que je vais rester ici quand même le plus de temps possible, parce que bon, ça fait 6 ans qu'on est dessus. Donc non, j'espère vraiment rester ici. Tout le bail amphithéotique de 99 ans? Allez, tout. Les 99 ans, c'est ça. Donc non, on verra, mais quoi qu'il en soit, c'est une sacrée aventure humaine et c'est passionnant. Bon, eh bien, à l'avenir nous le dira en tout cas. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur ce hameau léger de Plessé. On se retrouve dans 99 ans du coup. On se retrouve dans 99 ans. Merci Jonathan, merci avec Thierry. Avec plaisir. Allez, on a quitté les terres, retour à présent sur le littoral. Un littoral totalement transformé au XXe siècle par le règne tout-puissant de la voiture, ici à Saint-Jean-de-Mont, mais aussi à La Baule ou encore au Sable d'Olonne. Regardez.
Avec les congés payés, les usines et les écoles qui ferment, l'été devient repos. La voiture fait du voyage une fête. Après-guerre, direction la côte. À l'ouest, les grandes avenues seront pour les nouvelles villes. C'est plus facile quand il y a tout à faire. Les Sables d'Olonne, c'est une ville qui existe depuis le XVIe siècle, depuis la Renaissance. Un port très important. La Baule et Saint-Jean-de-Mont ont connu l'une un développement dans les années 20, l'autre un grand développement urbanistique dans les années 50, ce qui a permis de penser la voiture. Le XXe siècle, c'est la voiture. Donc on lui dédie toute la place. À la Baule comme à Saint-Jean-de-Mont, eh bien, vous avez un espace dédié aux voitures. On ne pense même pas que c'est quand même un inconvénient depuis son immeuble pour aller sur la plage, hein, y compris avec les enfants, il faut faire attention, il faut traverser, etc. C'est la voiture d'abord. À La Baule, station chic, le plus grand boulevard. La voiture est un signe extérieur de richesse. 5 millions de Français partent en vacances en 1951, moins d'1 sur 10. Ce sera 1 sur 2 en 1975. Des habitants éphémères qui changent tout. La vie, bien sûr, et surtout l'architecture. Aujourd'hui, tout est transfiguré. Le village a plus changé en 3 ans qu'en 3 siècles. À Saint-Jean-de-Mont, plus de 700 permis de construire sont délivrés en 5 ans pour des villas, 53 pour des immeubles. Le béton permet de construire vite, pas trop cher, avec une visée sociale pour la station populaire. À la fin des années 50, comme dans les années 70, ça a été une pensée urbanistique concertée. On n'a rien détruit à Saint-Jean-de-Mont, sauf qu'on a colonisé quand même des dunes, ça c'est absolument certain. Il y avait une vraie pensée de vente au prix le plus abordable à des couches très populaires, des appartements avec vue sur mer. Alors qu'à la Baule, comme au Sables d'Olonne, il n'y a pas eu de programme. Ça a été lot après lot. Donc, allez, j'achète cette parcelle, je détruis une villa, je monte un immeuble. Le propre de l'architecture balnéaire, c'est de développer tous les espaces intermédiaires entre l'intérieur et l'extérieur. Des balcons, des terrasses, pour être chez soi et regarder la mer, regarder la forêt de pins, etc. Mais la mer, ce n'est pas que le béton. Quitter la ville, rompre avec son quotidien, la fonction des vacances se dessine dans les maisons individuelles à Saint-Jean-de-Mont. C'était une architecture de rêve en fait. Le balnéaire, il faut bien se dire que c'est le rêve. Donc les références à l'exotisme, que ce soit un exotisme français, si c'était néo-normand ou néo-basque, ou même néo-oriental, c'était s'offrir le luxe d'un ailleurs au bord de la mer. Et donc de fait, toute liberté était donnée aux architectes. On allait au bord de la mer. La liberté a changé de symbole. Fini les voitures sur la plage, place aux piétons, au vélo, toujours avec le même objectif, nous permettre de prendre l'air. Et on se trouve sur le toit terrasse d'un bâtiment étonnant à Nantes, l'École nationale supérieure d'architecture de la ville, un toit terrasse ouvert au public, je le précise. Bonjour Pauline Ouvrard. Bonjour. Vous êtes maître de conférence, maîtresse de conférence au sein de cette École nationale supérieure d'architecture et architecte. Bonjour Solal Lambert à Wizera. Bonjour. Vous êtes vous doctorant en urbanisme au sein de cette même école. Dans les grandes villes, Solal, est-ce que la voiture est vouée à disparaître à terme ? Alors à disparaître peut-être pas, mais en tout cas on a une belle réinvention qui est en train de se faire. Et puis ça c'est un des enseignements du Covid, où on a dû apercevoir ça et là les bandes oranges, les pneus oranges qui découpent les voies et qui segmentent entre voies de bus, voies de vélo, qu'on reconquiert sur les voies réservées traditionnellement à la voiture. Et c'est vrai que depuis 5 ans, 6 ans maintenant,
on a une réinvention et un rééquilibrage entre des voies de vélo et des voies de bus qui permettraient de reprendre un peu d'espace sur ce qui était alloué à la voiture avant. Et puis au-delà des flux, il y a aussi l'espace réservé au stockage. Évidemment, reprendre des parkings, reprendre des espaces de stationnement et les transformer en espaces publics, les revégétaliser. On parle de pollution due aux voitures. Quel est l'impact des enjeux de santé sur l'architecture aujourd'hui ? Il y a plusieurs échelles en fait à prendre en compte quand il est question de santé et même de santé publique. On va avoir des différentiels de chaleur importants selon qu'on est sur une surface artificialisée bitumée ou sur de la route qui va même parfois stocker la chaleur. Et puis quand on est dans un espace végétalisé, on peut avoir des différentiels de quasiment 10 degrés en ces types d'espaces-là. Il y a le choix des matériaux également. Alors là, c'est plutôt à l'échelle du bâtiment lui-même et de la manière dont on va, nous, en termes de santé, réagir à ces bâtiments-là. Donc évidemment, il y a des enjeux en termes de qualité des matériaux, vieillissement des matériaux aussi, qui peuvent avoir des effets de pollution de l'air intérieur des logements. Et est-ce que adapter l'architecture d'aujourd'hui à ces nouvelles contraintes environnementales, ça coûtera forcément plus cher ? Il y a des bâtiments ou des grands ensembles ou des logements collectifs qui ont été livrés à bas coût et même des logements individuels de type pavillonnaire à bas coût. On a tiré sur les coûts de la construction, donc on a utilisé des matériaux qui n'étaient pas forcément toujours très durables justement en termes de qualité qui vont peut-être se dégrader dans le temps. Et on sait que dans le temps, in fine, il y a eu un coût d'entrée quand on a acheté ce logement ou quand on a acheté cet immeuble qui était assez faible. Mais en fait, ça va coûter dans le temps quand on veut entretenir ce bâtiment-là. Et donc en fait, aujourd'hui... Il vaut mieux mettre le prix au début, ça revient moins cher. Donc aujourd'hui, il y a des réflexions sur revoir la manière. Et donc à l'école, on réfléchit avec les étudiants et étudiantes à ces questions de la chaîne de production du logement et des coûts économiques. Et on va même jusqu'à imaginer avec les étudiants combien va coûter l'entretien du bâtiment, sa maintenance, voire même sa déconstruction ou son remodelage dans le temps. Solal, on parle beaucoup de débitumisation, le fait de faire ressortir la terre naturelle. Est-ce que c'est possible partout ? En tout cas, c'est nécessaire, ça pour sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on reconquiert des espaces qu'on a perdus, qu'on a laissés à la voiture, à des espaces artificiels par simplicité d'usage et de gestion. Mais il faut aujourd'hui reconquérir ces espaces de manière raisonnée et adaptée naturellement. On ne peut pas tout débitumiser, tout désasphaltiser. Il est nécessaire d'avoir cette gestion adaptée aussi en fonction des réponses des collectivités sur la gestion de ces espaces naturels ou végétaux qui vont advenir ensuite. C'est pour favoriser l'écoulement des eaux principalement ? Pas uniquement. Naturellement, il y a un besoin de penser l'intégration de ces questions-là au niveau de nos espaces urbains. Ça, c'est nécessaire aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les eaux pluviales, il y a aussi la question de repenser des poumons verts à l'échelle de nos villes, d'avoir des espaces qui soient aussi appropriables dans l'usage, ce qu'un stationnement, par exemple, ne pourrait pas être en plein milieu d'un cœur de ville, naturellement. Il faut repenser tout cela, mais ce sont des questions transversales. On ne les envisage pas de manière isolée, nous, en tout cas, en urbanisme. Sans avoir de boule de cristal, à quoi ressemblera, selon vous, l'urbanisme, l'architecture de demain ? Je l'espère que ce sera plutôt un urbanisme qui sera raisonné, parce qu'en fait, on change de dogme aujourd'hui. On n'est plus dans un urbanisme qui va chercher à appliquer un standard universel, mais au contraire, un urbanisme qui va se doter d'une expertise pour requalifier des espaces. Ouais, au cas par cas, requalifier des espaces, essayer d'être agile et souple en fonction des erreurs d'hier, du vieux bâti qui nous reste et qui n'est pas du tout adapté à des rénovations énergétiques, des espaces qu'il faudrait requalifier, du logement ou des bureaux qui sont vacants aujourd'hui, qu'il faudrait reconquérir pour essayer de répondre à la crise du logement qui est réelle. Encore aujourd'hui, on est encore en plein dans un hiver assez douloureux pour certains. C'est des enjeux qu'il faut saisir en fonction des localités. Pauline Ouvrard, la ville de demain, l'architecture de demain, en fait, ce sont déjà en majorité les bâtiments d'aujourd'hui ? Alors oui, on dit beaucoup ça. En tout cas, les grands prix récents de l'urbanisme nous ont dit que 80% des espaces que l'on connaîtra demain, nous les connaissons déjà, en matière d'espace public ou même en matière de logement et d'habitat ou même d'équipement. Donc ça veut dire qu'en fait, on hérite d'éléments architecturaux dont il va falloir imaginer la transformation. Et donc c'est aussi à ça qu'on forme nos étudiants et étudiantes aujourd'hui, c'est comment on intervient sur le patrimoine bâti dont on hérite et comment on le transforme aux défis qui se posent à nous. Est-ce qu'on peut tout transformer aujourd'hui ?
Possiblement, oui, on peut tout transformer. Il y a déjà plein d'exemples. Je pense que vos auditeurs, auditrices les connaissent, ou même à reprendre d'anciennes friches industrielles qui ont été reconverties. On en a des exemples pléthores sur l'île de Nantes. Mais on a aussi la requalification du parc social, parce que c'est quand même une part importante de la population qui est logée. Là, il y a des vrais enjeux de mise en norme des habitats sociaux et des logements sociaux. Et puis aussi, ça va être peut-être la requalification, le changement d'adressage de tout un tas de lieux, comme des bureaux vacants, des espaces que l'on pourra transformer et dont on pourra transformer l'usage. Donc c'est assez stimulant. Parce que ça demande, vu qu'il y a une enveloppe bâtie existante, d'avoir la capacité de former nos étudiants et étudiantes à être de bons diagnosticiens de ces existants-là, d'en révéler les qualités, les problématiques pour mieux intervenir. Eh bien, vaste projet en tout cas. Merci Pauline. Merci Mathieu. Merci Solal. Merci. Et justement, on l'aperçoit depuis le toit-terrasse de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, la tour Bretagne et ses 144 mètres de hauteur. Une tour à l'esthétique plus que controversée qui rouvrira dans 4 ans après travaux. Regardez. Elle trône en plein cœur de Nantes depuis 49 ans, comme un phare dans la ville. À chaque coin de rue, la tour Bretagne se dévoile. Les Nantais et les Nantaises ont leur avis sur son architecture très clivante. On la voit de loin. C'est un bon repère. J'adore ça. Je trouve pas ça très joli. Voilà. En plus, c'était plein d'amiante. Je trouve que c'est un peu moche. Ça rentre pas dans le style de la ville. Il n'y a pas de charme. C'est joli, c'est un joli monument et tout, mais on parle de faire des travaux depuis 6 mois. Je vois aucun de camion de travaux et tout. Une attente bientôt terminée, un long marathon pour un chantier qui doit durer au moins 4 ans. Sortie de terre en 1976, la tour Bretagne a été construite sans se soucier de certaines normes environnementales. Un défi de taille pour le promoteur. C'est vraiment un bâtiment qui est en fin de vie. Elle a plus de 50, elle a pratiquement 50 ans. D'un point de vue thermique, elle est obsolète. Elle est aussi interdite d'occupation depuis l'été 2020, suite à des anomalies sur le système de désenfumage. Elle a aussi de la pollution puisqu'elle est amiantée. Donc oui, évidemment, il faut en faire quelque chose et la laisser en l'état n'est pas envisageable. La tour et ses 144 mètres de hauteur se refait une beauté, une nouvelle couleur, un hôtel, des appartements et des bureaux. L'objectif, en faire un espace de vie en plein cœur de Nantes. Même quand elle était encore occupée, le week-end en soirée, c'était un trou noir d'un point de vue visuel dans la ville. Et c'était un endroit où il ne se passait strictement rien. Donc l'idée, c'est vraiment de ramener de la vie en centralité. Le projet 100% privé est chiffré à 170 millions d'euros. Avec cette question cruciale, la tour Bretagne pourra-t-elle enfin mettre d'accord tous les Nantais ? C'est la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle enquête de région. Très bonne soirée à vous sur ICI Pays de la Loire.